Aujourd'hui, on va parler d'un roman à la fois dur, à la fois important. Peut-être dur parce qu'il est important, pas forcément facile à saisir. On va parler d'un roman de Mathilde Forget qui s'intitule À la demande d'un tiers. Alors, en guise de péritexte, concrètement, j'ai déjà proposé à Mathilde de venir parler sur la chaîne et je n'ai lu qu'un seul de ces deux romans. Euh, Ça viendra, mais en fait, ce matin, je me disais, bon, mais d'abord que je suis un peu dans le speed, et ensuite que ce roman, en fait, il vaut bien de parler plusieurs fois, et que ce sera aussi formidable de voir comment on pourra aller plus loin, rebondir plus, parce que je sais déjà que je ne vais pas l'épuiser, parce qu'épuiser, c'est moi qui le suis, et surtout que il n'est pas si simple à saisir. C'est le premier roman de Mathilde Forget, donc moi je l'ai dans l'édition Poche, il est sorti chez Grasset en 2019. J'ai l'impression que ça a plutôt été un succès, mais là j'avoue que je n'ai pas tout regardé. Moi j'en ai une collection, un exemplaire, le livre de Poche, tac tac tac, et pour le coup est-ce que ça change de date, je sais, oui 21, voilà. Bon mais ça c'est un détail. Euh, Alors, bon, il y a peut-être des genres de trigger warning, pas forcément VSS, mais quand même un peu. Si, moi, à mon avis, que le deuxième, mais surtout, bon, on va parler de psychiatrie. Ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde, de deuil. Et, mais aussi de comment ça se passe autour et malgré, en quelque sorte. C'est en fait un peu compliqué de savoir s'il y a une intrigue parce que, et ça, moi, c'est vraiment une des questions euh, qui m'intéresse, hein, qui me réveille la nuit, parce que finalement, ça commence pas vraiment, mais ça commence, et ça finit pas plus, mais tout de même. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, et qui permet aussi de raconter peut-être de façon, à mon avis, plus authentique, mais pas nécessairement, mais qui en tout cas va participer du caractère atypique de l'ensemble du roman. Je vous rappelle, nous on est plutôt habitués au modèle aristotélicien. Un, un texte, une histoire aura un début, un milieu, une fin. Dit comme ça paraît être une évidence absolue, mais en fait, ça nous dit quelque chose. On le rappelle, hein, Ricoeur dans Temps et Récit nous explique que déjà la façon dont on va découper et organiser des événements est une forme de fiction. Donc il y a quelque chose qui peut se passer, mais qui ne rend pas forcément les choses plus faciles à saisir ou qui peuvent nous sembler nous échapper. Quand on va sortir justement du schéma, des intrigues un peu traditionnelles, on est très très loin de Joseph Campbell et du héros au mille et un visages, évidemment. On peut commencer par le titre, bon, mais qui est plutôt thématique, dans le sens où il n'est pas rématique. On se souvient, rématique, c'est plutôt quelque chose qui va donner le genre, annoncer le genre du texte. Et là, à la demande d'un tiers, on n'est pas dans du genre littéraire, mais enfin, on n'est pas non plus 100% dans des annonces très très éclairantes, hein. C'est-à-dire on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je vais peut-être quand même l'expliciter tout de suite. À la demande d'un tiers, c'est une forme coupée d'un type d'hospitalisation en psychiatrie. Ça, je l'ai quand même évoqué avec ma mère, hein, comme ça permet de me resituer, qui a fait toute sa carrière d'infirmière en psychiatrie. L'hospitalisation à la demande d'un tiers. Ce tiers, il peut être de la famille ou une. Alors moi, je n'ai jamais été infirmière en psychiatrie, mais et je n'ai jamais été hospitalisée de cette façon-là. Donc là, c'est une chose que je connais avec un biais très bizarre, celui d'être une fille d'infirmière. Mais l'hospitalisation, elle se fait bon, globalement de façon volontaire ou contrainte. C'est très particulier les hospitalisations contraintes. Et donc elles se font à la demande de la famille ou d'un proche, mais enfin quand même plutôt d'un tuteur et ou proche, et ou d'une personne d'autorité type juge, médecin, etc. Et normalement il y a des procédures ensuite. Ce n'est pas tellement un livre sur la contrainte de l'hospitalisation, mais qui part de ce moment-là, et qui de ce moment-là va vers d'autres moments. Je propose de juste en lire un peu le début, parce que là, il me semble que le confort... Ouais, je filme samedi pour dimanche, c'est vraiment pas confortable en fait, parce que je n'ai pas de marge. Mais je pense que c'est peut-être aussi la meilleure façon de rentrer dedans. En tout cas, ce titre, la photographie, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Ah, c'est une photographie personnelle. Euh,
de l'auteur, moi j'aurais dit autrice, mais ça c'est juste parce que je suis pénible. C'est trop chaud. Je cagatise. Je vais lire un peu le début. Alors voilà, et donc c'est un titre voilà, qui par cette annonce du côté de l'hospitalisation sous contrainte, finalement, peut-être qu'il faut... Moi j'ai envie toujours, mais c'est aussi une espèce de tic, de le ramener du soi-même par les autres, ou soi-même comme un autre, enfin, toutes les variations qu'on peut faire autour du titre de Ricoeur. Il y a quelque chose en fait dans la citation, dans la mention de la formule administrative, de l'effacement du caractère personnel des relations intersubjectives, et en même temps peut-être aussi du fait qu'elles sont montrées, ces relations intersubjectives, justement dans cet effacement et leur transformation par l'administration hospitalière. Je ne sais pas si c'est clair, mais on va avancer. On a d'abord une épigraphe, une citation mise en épigraphe exactement de Marguerite Duras. « Il reste toujours quelque chose en soi, en vous, que la société n'a pas atteint d'inviolable, d'impénétrable et de décisif. » C'est extrêmement beau comme citation. Alors personnellement, je n'y crois pas trop. Moi, je pense qu'on n'a pas quelque chose en soi, mais quelque chose qui est au-devant et comme un horizon. Mais c'est plutôt la façon dont moi, j'ai besoin de me représenter les choses pour vivre. C'est extrêmement important d'avoir une citation de Marguerite Duras, parce que ça place quand même sous une égide littéraire absolument certaine et qui fonctionne également avec cette chose qui est très étonnante, qui est de ne pas avoir de première personne, mais au contraire une formule plutôt générale, voire impersonnelle, qui passe notamment par la deuxième personne, en vous, une deuxième personne générale, mais qui peut vous parler. Ça, c'est toujours intéressant, hein, comment l'individuel parle au collectif, parfois au collectif en tant que collectif, parfois au collectif en tant que somme d'individus, pour parler à chacun et chacune. Mais qui, voilà, finalement, ici donne une forme de règle, de définition, presque une loi, opposant une identité intérieure, donc, qui resterait du vraiment soi, et toute la société un peu autour. C'est quelque chose de pas si loin de ce que fait Nathalie Sarraute quand elle parle du petit paquet de mots qu'elle porte, sauf que là, voilà, ça nous montre chez Sarraute comment le petit paquet de mots porté par l'enfant, dans, par exemple l'enfance évidemment, va peser et modeler en fait l'enfant. Et là, il y a quelque chose d'avant, de soi, comme un reste, comme un reliquat, comme après solde de tout compte, hein, j'ai envie de dire, si on continue sur une métaphore comptable que moi j'ajoute, mais en soi, en vous, on peut noter cette presque épanorthose. Une épanorthose, c'est une figure de correction. On va ajuster comme ça le discours et qui va donner l'impression de quelque chose de plus précis. C'est ce que l'on a aussi avec le rythme quaternaire, qui n'est pas exactement un rythme quaternaire comme on aurait du grand rythme ternaire hugolien, mais qui va en fait être du côté de l'approximation, et on notera d'impénétrable et de décisif, avec tout ce que ça a d'impersonnel, par le partitif, hein, d'inviolable, d'impénétrable, etc. Enfin là on a un partitif, qui est en fait déjà un indéfini de quantité, très concrètement, et qui devient en fait, comme par contamination, un indéfini de qualité. Et donc ce quelque chose, hein, et qui évidemment est indéfini, est ainsi approché par le fait qu'il n'a pas été atteint d'inviolable, d'impénétrable et de décisif. Alors plutôt rythme ternaire d'ailleurs, plutôt en 3, vu la structure, mais qui va amener aussi une progression, donc inviolable, impénétrable, nous dit quand même quelque chose, hein, de l'ordre de la violence, et d'un certain type de violence, et en même temps de décisif, qui finalement va être l'indéterminant. Peut-être derrière peut-on retrouver quelque chose de l'ordre, si on veut vraiment le jouer en mode philosophique, entre liberté et contrainte, hein, toutes les questions du déterminisme, mais qui, à mon avis, avec mes propres yeux, peut donc être vu comme plutôt le réservoir du projet de soi futur. Alors, voilà, j'aime pas les connotations actuelles du mot projet, mais sinon c'est un mot que j'aime énormément. Et on a après un texte qui est assez
étrange, parce que c'est vraiment littéralement un péritexte, dans le sens où il entre l'épigraphe et le réel début avec un 1, mais lui-même n'a pas de numéro. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il se pose ainsi comme un genre de prologue, de discours inaugural, mais il n'en a pas du tout le ton. On y va. Bambi ne pose pas de questions. Lorsque son père lui apprend la nouvelle, il ne pose aucune question. Pas une seule. Il ne dit rien. Bambi a 5 ans, et en un petit mouvement de tête, il semble avoir déjà tout compris. À l'écran, la scène dure environ 7 secondes qui ont demandé une demi-journée de travail au dessinateur du film, Tyrus Wang. Bambi reste figé un instant, les yeux grands ouverts. Puis, sans colère, il baisse la tête, laissant ses paupières se refermer. Enfin, comme pour conclure, Bambi nous donne à voir une larme, une grosse larme recouvrant au moins le tiers de sa face. Le blanc de son œil déborde, forme une goutte qui coule le long de sa joue, s'attarde à l'angle de sa mâchoire et finit par tomber pour rejoindre les flocons de neige qui balaient l'écran. Bambi a compris. Et ça ne lui a demandé qu'une demi-journée. Alors, dans Bambi, on va bien plus reconnaître, et la suite nous le dira tout de suite, Bambi qui ouvre donc le texte, c'est le nom d'un personnage de dessin animé de Walt Disney, du personnage de ce petit fan qui perd sa mère tuée par les chasseurs. Et on a là l'événement fondamental de Bambi, qui est l'enfant orphelin de sa mère, qui est caractérisé par, alors bien sûr son animalité, etc., mais là l'animalité elle est finalement effacée, occultée comme les raisons de la mort pour retenir la situation de l'orphelinage, du deuil de Bambi, et ce moment ramené à ses conditions matérielles de production. Je vous renvoie à l'article de Benjamin sur l'auteur et les moyens de production qu'avait signalé Justine Hupp avec un grand intérêt, et son analyse en est très intéressante. Le dessin animé prend une demi-journée de travail, le dessin dure 7 secondes, donc là on a vraiment quelque chose de très différent entre le temps de représentation et le temps de travail, et ce qui n'est pas dit, c'est le temps vécu. Et le temps vécu semble extrêmement court si on se fie au temps de représentation, c'est-à-dire à un moment où le temps de la scène correspond au temps de la narration. Il va y avoir une équivalence, mais pas de dilatation. Mais il me semble que l'on comprend, notamment par le commentaire final, ça n'a pris qu'une demi-journée, alors là, pour le coup, parle d'un temps de représentation, que le moment focus est une métonymie de quelque chose de plus vaste. Et cette vastitude, voilà, donc ce moment, c'est celui de l'instant, de la compréhension, une compréhension qui n'est pas du tout une révélation, et qui qui va particulièrement vite, et qui se fait également sans verbalisation. Enfin, il y a une verbalisation puisqu'on a un discours qui résume, puisqu'on a un résumé de discours, donc lui apprend la nouvelle. Et après, ce qui est dit, c'est aucune question, pas une seule, ne dit rien. Et donc, une espèce de compréhension. Et donc là, en fait, ce qui n'est pas dit, c'est la mort de la mère. Et ce qui est encore moins dit, mais qui se sent et qui augmente, me semble-t-il, le pathos de la scène, c'est notamment ici la figure du père qui n'est pas celle du dessin animé. Et donc, on voit déjà comment, par en fait, un mécanisme de projection qui est quand même assez logique avec du cinéma, à la figure de Bambi se surimprime la figure d'un enfant. À la figure du petit fan, par la figure, ou à travers la figure d'un petit fan, on voit un enfant. Et c'est comme si finalement le dessin animé portait quelque chose de l'ordre d'une révélation, d'une compréhension plutôt que d'une révélation parfaitement personnelle. Bon, ce qui est à peu près le rôle que l'on prête au conte de fées, au dessin animé. Alors là, on notera, avec ici quand même une attache à la pop culture,
et finalement au discours contemporain ou que reçoit réellement un enfant de la fin du XXe siècle. Un enfant qui en plus, on pourra le noter, est vraiment dépersonnalisé et notamment impersonnalisé et dont le genre est notamment neutralisé puisqu'on va rester dans le genre de Bambi. Et ce que l'on va trouver ici, c'est finalement quelque chose de l'ordre d'un focus qui est celui du film. Un focus sur l'alarme. On se rappellera comment Gide fait jouer un certain cynisme à son personnage au début des Faux Monnayards. Ça fait l'alarme. Je crois que c'est une goutte de transpiration qui tombe sur la lettre de départ au début des Faux Monnayards. Et ici, l'alarme, elle est beaucoup plus pathétique justement par le dénuement et la focalisation sur la dimension concrète de ce qui n'est pas appelé compréhension, ni deuil, ni perte, ni chagrin, mais juste révélé par une manifestation et dont le dénuement par lui-même est pathétique. Et dont en même temps on n'a pas accès à l'intériorité, il semble avoir déjà tout compris, qui nous dit quelque chose de l'ordre d'une intériorité qui est là et qui se dérobe, c'est-à-dire que quand on met en regard Duras et Bambi, ce qui est quand même assez amusant, on a quelque chose de l'ordre du dedans-dehors, apparence, profondeur, mystère, évidence, qui va se mettre en place et qui en même temps, enfin quelque chose qui n'est pas forcément une dialectique, mais qui va être littéralement, j'ai envie de dire, une bipolarité à l'intérieur du roman, et qui va amener, en tout cas, qui va être une des questions de l'écriture. Et on arrive après dans le texte lui-même par la séquence 1. Je sais pas s'il faut dire chapitre ou quoi, donc dans le doute, je dis 1. Je crois pas qu'il y ait de partie, je ne peux pas regarder sur une table de matière. Voilà. Et là, je vais lire ce passage, et à mon avis le suivant, qui sont extrêmement forts, et pas forcément dire beaucoup plus, ou pas forcément entrer dans le détail ensuite. Mais c'est un roman que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Enfin, je sais pas si je peux dire roman. C'est un texte que j'ai beaucoup aimé, qui m'a... alors qui se lit très bien, qui est aussi très prenant, qui saisit. Voilà. Oh, on dirait que je parle de ce texte, c'est terrible. Mais vraiment qui m'a beaucoup plu. Donc vraiment, voilà, grand nombre. Enfin, c'est difficile de dire qu'on a de l'enthousiasme pour quelque chose qui est triste, et en même temps, ça n'est pas que triste. Et puis alors moi, en plus, j'ai des lectures assez tristes parce que je reste endeuillée, mais là, je suis un peu en train de lutter contre les larmes, en fait. Mais qui touchent par des façons très diverses et qui peuvent aussi être de l'humour. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement beau, tendre et précieux. Suzanne pose ses mains sur mes bras. Autour de mes biceps, elle forme 2 brassards moites. La chaleur de sa peau saisit la mienne et, pour garder l'équilibre, je m'agrippe à ses coudes. Nos 4 bras forment 2 chaînes solides, une chorégraphie contemporaine. Suzanne me surprend par sa force. Enfant, nos combats ne duraient jamais très longtemps car le moindre assaut de ma part se révélait toujours trop brutal pour elle. Suzanne n'aimait pas la bagarre. J'étais ennuyée par sa douceur. Maintenant que nous sommes grandes, bien plus grandes, elle semble enfin une adversaire à ma taille. On va s'arrêter là, faire déjà quelques commentaires. On va directement avoir ici, finalement, j'ai envie de dire l'objet, le sujet, très exactement, du roman, Suzanne, dont on peut comprendre, me semble-t-il, dès ce premier paragraphe, qu'on a affaire à, d'une part, une femme qui parle, et qui va parler d'une autre femme, et qu'elles ont été élevées ensemble, puisqu'elles parlent, alors là on le voit avec l'accord, grande, par exemple, j'étais ennuyée et eux, mais également avec voilà, ce moment où on va sentir une vie commune, et en tout cas le lien de sororité va être explicité très vite, et qui se manifeste par cette figure très étrange d'une solidarité, alors plutôt comme ça. Moi ça me rappelle les gens qui se font du trapèze, mais je crois que le trapèze c'est plutôt ça, c'est les biceps c'est là. Je suis vraiment pas une sportive. Ouais, biceps et coudes, et qui pourrait ressembler à une solidarité de chaînes solides, de la chorégraphie contemporaine, mais qui en même temps sont immédiatement amenés du côté du combat, d'un combat qui n'a pas pu avoir lieu et qui était contrecarré par la douceur de Suzanne, et qui, là, semble
pouvoir se jouer, mais à un moment qui finalement ne peut plus être une bagarre d'enfance. Et donc c'est un début qui est littéralement in medias res, hein, au cœur de la chose, et qui arrive même à se mettre en fait comme ça au cœur du duo sororal, dans une scène dont on peut pressentir l'intensité, voire la violence, cela par l'évocation d'une violence refusée, enfin passée refusée par la sœur, et dont la douceur de cette sœur semble à ce moment-là donc effacée, ce qui laisse sous-entendre une forme de violence. Je me demande si les voisins d'en face nous observent en cachette. Ils pourraient facilement profiter du spectacle, car nous sommes placés juste devant la fenêtre, restée ouverte toute la nuit. L'été a commencé. J'habite un studio au 4e étage. Ma rue est une impasse de pavés, de plantes approximatives et de morceaux de vélo. Je suppose que mes voisins dorment encore, car le jour se lève à peine. Suzanne est maintenant assise sur le lit. Je suis debout face à elle. Je pousse sur ses bras pour la faire basculer en arrière. J'improvise. Elle se redresse et m'oblige à reculer. Sa force continue de me surprendre. Un pas à droite vers la fenêtre, un pas à gauche vers les couteaux de cuisine. Le seul qui compte vraiment est bleu avec une lame blanche. Nos pieds entrent en scène, nos bustes s'alignent, on tourne sur nous-mêmes. Je repense à la dame aux camélias que j'ai vue à l'Opéra de Paris. Au début du dernier acte, l'articulation d'un des danseurs avait craqué. Dans le public, quelques personnes s'étaient regardées, embarrassées par ce qu'elles venaient d'entendre. En une fraction de seconde, ce minuscule bruit remettait en cause à lui seul la réussite de tout le ballet. Genoux cruels. Je me souviens aussi des cuisses musclées, arrondies comme des collines. Je sens les miennes se tendre sous la pression des déplacements de Suzanne. Mais malgré mes efforts, je doute qu'elle ressemble à celle des danseurs de l'Opéra de Paris. Et donc on voit là, hop, juste commentaire rapide, comment la scène de bagarre devient une chorégraphie qui était préparée par la mention de la chorégraphie contemporaine, hein, au paragraphe suivant, et ça permet en fait d'avoir un tissage, hein, dans les images et les analogies, les métaphores. Cette image se poursuit là, avec la mention donc de la poursuite de ce combat. On est littéralement dans une scène, c'est-à-dire que le temps de la narration correspond au temps de l'action, et on comprend que cette scène est un moment d'hypervigilance, avec notamment cette pensée fenêtre-couteau, qui va signaler en fait les différents dangers. On continue. Je perds du terrain, et donc ce moment d'analepse, comparaison avec le ballet, qui est une analogie, enfin une comparaison qui va aussi amener en fait du contraste. La chorégraphie n'en est pas une, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le spectacle par la fenêtre n'est pas le spectacle de l'opéra. Je perds du terrain, on se rapproche de la fenêtre et je sens que ce n'est pas dans mon intérêt. Et donc ça, finalement, là, on a une espèce de litote, hein, euphémisante, mais qui forme aussi un genre d'intérêt qui va montrer tout l'humour du texte. C'est le final souhaité par Suzanne. Je me place derrière elle et, avec mon bras gauche, j'encercle son buste pour attraper son poignet droit. En la maintenant contre moi, je me rapproche de la porte d'entrée derrière laquelle j'entends frapper. « Madame, madame, vous êtes là ? Ouvrez la porte, madame. » Suzanne m'empêche d'ouvrir. Il fallait donc que j'arrive à la neutraliser d'une seule main pour pouvoir ouvrir la porte, à garder un œil sur le couteau bleu, en restant loin de la fenêtre ouverte, tout en ayant l'air la plus saine d'esprit possible, pour ne pas risquer de me faire embarquer à sa place. Le jeu était complexe et l'enjeu de taille. Je serre davantage mon bras autour de sa taille. Je constate, à la fois flattée et déçue, que je reste la plus forte. Je parviens à tirer la porte. 3 pompiers sont là. Ils foncent sur Suzanne et l'immobilisent sur le lit. Ces danseurs-là n'ont pas le temps de laisser craquer leurs articulations. Je me demande comment ils ont su lequel de nos 2 corps entremêlés ils devaient maîtriser. Avant de leur ouvrir, j'étais effrayée à l'idée que Suzanne ne profite de la situation confuse pour m'accuser de l'avoir attaquée. Et plus je me serais défendue, plus j'aurais été suspecte et suspectée. Suzanne a toujours été meilleure comédienne que moi. Alors, quelques commentaires encore ici. Donc là, on a voilà, la poursuite de la métaphore de la chorégraphie, donc pas de la métaphore, mais de l'analogie différentialiste, si l'on peut dire, avec la chorégraphie, et qui apparaît comme de plus en plus grotesque, vu la scène, certes d'entremêlement, mais de confusion, de chaos, de disputes qu'il y a entre celles qui sont donc bien appelées, hein, qui sont déjà appelées les 2 sœurs, non pas encore, mais qui vont l'être juste après,
Et donc la scène fait intervenir, un peu vraiment comme dans comme on peut suivre l'histoire de la tragédie, fait intervenir de nouveaux personnages, arrive un trio, hein, presque le chœur. Mais enfin ça c'est une analogie que j'ajoute et qui n'est pas dans le texte. Les pompiers qui viennent et qui mettent fin au questionnement littéralement inquiétant de comment on reconnaît la personne que l'on qualifiait auparavant de forcenée. Alors ça pose problème, mais comment savoir laquelle est celle qui va être embarquée? Quels sont les critères? Il n'y a pas de réponse à cela. Mais ce qui est déjà présent en filigrane ici, c'est la situation finalement kafkaïenne et possiblement paranoïaque, mais de l'accusation de folie dont on ne peut se défendre. C'est-à-dire en fait des limites dans ce qu'on appelle la santé mentale et qui nous rappelle avec Angoulême ou Foucault qu'il n'y a pas de réelle différence entre le normal pathologique ou en tout cas de différence en soi, mais voilà, que les choses sont ainsi flottantes. Alors au niveau psychiatrique, ce qui est considéré comme pathologique, c'est le fait de ne pas réussir à fonctionner, ce qui pose d'autres questions sur le fonctionnement de la psychiatrie, mais ce n'est pas ici mon sujet. C'est vous qui avez appelé, vous êtes la sœur. Nouveau passage narratif après l'insertion de cette réplique. Entre le buste d'un pompier et l'épaule d'un autre, le regard de ma sœur. Et là, on a le tableau. Rempli d'une force qui, malgré les apparences, lui donne plus de puissance que les 3 uniformes penchés au-dessus d'elle pour la maintenir sur mon lit. Vous êtes la sœur? Oui, la petite, ce qui semble contrevenir à la description précédente de la force. Avant de rejoindre Suzanne aux urgences, j'ai pris le temps de faire mon lit et de passer le balai sur mon lino. Je m'inquiète quant à la gestion de mes priorités. Les voisins d'en face ont enfin ouvert leurs rideaux. Sur le chemin qui mène à l'hôpital, je m'attarde devant une caserne, espérant qu'un pompier me donne des nouvelles de ma sœur. En relevant la tête, j'aperçois une bannière en toile blanche qui flotte au-dessus de l'entrée, balle des pompiers, 20h. Et là, on va avoir quelque chose qui est de l'ordre du focus sur des détails très concrets, qui est en fait une espèce de restriction à la focalisation interne, à la perception, et qui se dégage, pour ainsi dire, des émotions, des questionnements, du monologue intérieur, de ce qui pourrait être un flux de conscience, comme un flux de pensée. En fait, ce flux de pensée, si on réfléchit bien, il est là. Il apparaît dans ce paragraphe, dans le questionnement, dans le résumé de je traîne devant pour avoir des questions. On notera au préalable donc, les répliques. Voilà, donc, le focus sur le moment du regard, une nouvelle réplique qui permet une auto-identification, oui, la petite, avec ensuite, finalement, une ellipse et un autre moment qui est donc celui d'avant de rejoindre les urgences et du passage à la caserne et donc du ménage, avec ce questionnement sur la hiérarchisation des tâches et leur légitimité. Et donc là, finalement, on a comme une accélération, d'abord une ellipse et ensuite un accéléré sur les actions, et avec notamment pas mal d'actions qui sont déjà accomplies, ont enfin ouvert, etc. Et qui ramènent à un présent, j'aperçois. Je vais au 2. J'ai chez moi des poutres apparentes, ce qui est un réel critère de valorisation sur le marché de l'immobilier. Je peux le préciser si je soule mon appartement. Mon plafond en comporte 7, dont 6 sont fendus. Ça, je ne le détaille pas dans l'annonce. Et de toute façon, je ne soule pas mon appartement. C'est illégal. Je fais rarement des choses illégales, certainement à cause de mon éducation protestante. J'observe avec attention les différentes fentes, appelées aussi fissures ou gerces, au-dessus de ma tête, le chemin qu'elles tracent. Les plus importantes sont isolées. Elles sont considérées comme une particularité du bois au même titre que les nœuds, le fil tord et les roulures. Il arrive que les charpentiers les examinent pour connaître plus précisément la nature du bois. Elles font partie de son identité. Les fentes sont des indicateurs précieux pour comprendre l'histoire d'une charpente. Précieux, mais souvent insaisissables. Généralement, mais attention aux généralités, les fissures sont provoquées par un séchage trop rapide du bois après sa coupe. Il est déjà arrivé qu'une fente se referme par temps humide. Le taux d'humidité de mon appartement varie entre 15 et 18%. Je pourrais me servir de mon brumisateur.
J'en ai un pour rafraîchir les feuilles de ma plante verte. Les poutres situées au-dessus de mon lit sont toutes fondues. Dans The Effect of Fissures of the Strength of Structural Timber, je suis vraiment désolée, Arriaga, Esteban, Iniguez, Bobadilla et Matteo expliquent que les différentes caractéristiques d'une fente, sa longueur, sa profondeur ou encore sa position, aident à déterminer si elle fragilise la charpente. Je me suis déjà allongée en dessous de la seule poutre intacte de mon plafond pour voir si je m'y sentais en sécurité. Mais cette poutre non fendue me met mal à l'aise. Je manque d'informations. Les fissures ne sont pas uniquement causées par le séchage du bois. Certaines sont dues à un choc. Une fois, j'ai planté des clous de même taille dans 2 poutres différentes, mais jamais les crevasses ne se ressemblent. Un événement de même nature produit rarement des résultats identiques. Un jour, j'ai appris la mort de ma mère. Suzanne l'avait su avant, 1 heure avant. Ce jour-là, il y avait des poutres apparentes au-dessus de ma tête. 14 pour être exact. Les chiffres permettent d'être exacts. C'est pratique. Dans les différents traités sur l'art de la charpenterie, les spécialistes se contredisent souvent. Certains considèrent qu'il faut exposer le bois au soleil, alors que, pour d'autres, il faut le conserver à l'ombre. J'ouvre très rarement mes rideaux. Si parfois je laisse entrer la lumière du jour, c'est pour ma plante verte, dont les feuilles s'agglutinent à la fenêtre en direction du soleil. À cause de moi, elle passe une grande partie de son temps à l'ombre. Elle et moi, on fait des compromis pour vivre ensemble. Je suis désolée. Dans le traité de l'art de la charpenterie de 1837, Armand-Rose Amy remet en cause, non sans panache et courage, un bon nombre des classifications et conclusions d'études antérieures concernant les fentes de retrait. Il explique notamment qu'il n'a jamais été prouvé que l'apparition de gerçures dépendait de la qualité du bois et conseille fortement d'éviter les généralités en la matière. Tous les bois sont susceptibles de se fendre, et ça c'est en italique. Je pense que je resterai là, mais là on va quand même l'analyser un peu. Là, on a quand même une espèce de grande surprise qui passe donc à la fin de la première séquence, ou du premier chapitre, d'une sortie de l'appartement pour aller aux urgences, à un retour à l'appartement, dans l'espace domestique, mais un appartement qui est décrit pour l'appartement, dans son cadre et de la façon la plus concrète possible, depuis une supposée et hypothétique agence immobilière qui n'aura donc pas lieu, jusqu'à cet entrelacement syntaxique et textuel qui est celui donc des discours sur de charpenterie et de menuiserie, et l'insertion à l'intérieur de ce discours de ce que l'on peut considérer comme un événement de rupture biographique. On y va. Donc en fait, on voit, ça c'est vraiment tout l'art de Mathilde Forget de travailler, alors le point et le contrepoint. Mathilde est musicienne, et moi je ne suis pas du tout musicienne et assez nulle pour ça. Je vais quand même mettre une vidéo que j'ai trouvée très belle, d'interview où elle parle de la sympathie, de la contagion par sympathie musicale, et qu'elle a cherché, je pense qu'elle l'a trouvée en écriture, mais comme là je suis pas bonne du tout, je vais juste mettre son interview et on attendra probablement d'en discuter à un autre moment. Mais voilà, donc en tout cas on a quelque chose qui est de l'ordre d'une rupture et qui en même temps semble une continuité, mais une continuité qui va être décalée. Et ces impressions de décalage, elles vont donner l'impression, donc je disais tout à l'heure dans le flux de conscience, comme on peut avoir des pensées parasites très différentes, des sauts d'un sujet à l'autre, des coqs à l'âne, et en même temps donc, dans le flux de conscience qui va être un peu percé. C'est-à-dire que là, moi je vous disais, en fait, c'est peut-être un flux de conscience, parce que la conscience, elle n'est pas forcément un flux continu, et peut-être qu'il s'agit aussi de travailler sur des discontinuités dans les flux comme dans les sensations et les impressions. On arrive ici avec un présent étendu, j'ai chez moi, et d'énonciation, je peux le préciser avec toute cette hypothèse, comme s'il s'agissait donc de démontrer quelque chose sur cet appartement à partir des poutres. On notera que la poutre, c'est ce qui permet de tenir évidemment la toiture, et qui est une pièce fondatrice de la structure d'un bâtiment, d'un édifice,
Et donc la poutre ici, elle devient quelque chose... alors, d'abord, elle va amener une impression très étrange de focalisation sur des détails ou sur la description de l'appartement alors qu'on avait un événement qu'on attendait d'être aux urgences. Et dans un récit continu, on aurait eu l'entrée aux urgences. Et là, il y a quelque chose de l'ordre d'une dilatation, d'une surprise qui n'est pas un grand waouh, hein, mais hop, d'un décalage par le passage à l'appartement et même à une autre temporalité puisqu'on passe finalement de ce moment du présent de la scène au niveau des pompiers à un présent plus étendu, donc qui en plus va prendre plus de place et qui n'est plus une scène, qui est finalement plutôt une description d'une condition locative. Qui permet tout de même d'avoir des détails biographiques sur cette voie narrative, sur ce jeu. C'est illégal, je fais rarement des choses illégales, certainement à cause de mon éducation protestante. On notera le modalisateur protestant et la recherche d'une causalité qui nous donne un indice, cette éducation protestante, qui permet de voir, par exemple, on peut supposer une forme de rigidité mentale, en tout cas c'est ce que le texte laisse suggérer, mais qui va amener quelque chose. Alors moi, d'autant plus après la discussion avec Amélie Durand sur Grammaire pour cesser d'exister, et je trouve que les textes peuvent se rapprocher à bien des égards, et j'aimerais bien conseiller à l'une la lecture de l'autre, et inversement bien sûr. On peut voir ici quelque chose finalement de l'ordre de comment chercher en étant vraiment extrêmement méthodique et sur des sujets connexes et a priori sans importance, qui vont donner l'impression d'avoir des intérêts spécifiques, très décalés, de ne pas être dans le sujet et en même temps d'être complètement dans le sujet. Et donc de détails apparemment extérieurs, d'apparence, vont se révéler des profondeurs par des effets de contiguïté, de juxtaposition, d'insertion, de décalage. J'observe avec attention les différentes formes, donc hop là, on va rentrer plus précisément dans la description, mais cette description n'est pas une description des poutres, elle est plus exactement la narration d'une observation et d'un constat, donc d'un moment finalement d'enquête, d'analyse de la voie narrative, qui passe donc par le vocabulaire, les fissures, les gerces, et le chemin des différentes poutres et de leur description. Et au cas individuel des poutres de l'appartement, des poutres de la narratrice, alors ma syntaxe c'est pas bonne, mais à cette description répond, ça y est, je retrouve mon fil, des discours plus généraux. Il arrive, on notera à l'impersonnel, que les charpentiers les examinent pour connaître, etc. Et donc là, on va avoir une forme d'enquête par les professionnels, évidemment, les charpentiers, et des passages en discours de vérité générale sont des indicateurs précieux pour comprendre l'histoire d'une charpente, précieux, mais souvent insaisissables. Là, le présent de vérité générale met en place une espèce de méthode sur ces datations de bois structurants et sur la variabilité des systèmes, des corrélations que l'on peut mettre en évidence, donc des systèmes d'enquête. Et bien évidemment que ça nous dit quelque chose d'une enquête, au moins de manière métaphorique, figurée, qui n'a pas encore lieu, mais c'est déjà un programme de lecture qui se passe, pas exactement par les autres, mais quand même par les autres, mais aussi en fait par littéralement l'environnement. Et un environnement qui peut être sans lien avec le passé, mais qui indique en lui-même et sa méthode et quelque chose de l'identité de cette voie narrative. Et on notera ici des indicateurs précieux pour comprendre l'histoire. Donc, dans l'histoire, on va avoir le retour dans le passé, des indicateurs précieux, mais souvent insaisissables. Tout fait signe vers le manque, la perte de savoir, la perte de bois, la perte de matière, la variation dans cette perte en fonction de l'humidité, le soin que la voie narrative pourrait apporter à ces poutres, tout comme elle le fait d'une plante, ce qui va ramener du côté d'une analogie, mais en étant quelque peu décalé. Je ne sais pas qui va mettre par exemple du brumisateur sur ces poutres, mais a priori c'est pas forcément très conventionnel comme comportement, très typique, et cet effet de décalage va aussi amener des impressions un peu d'humour, c'est drôle quoi. Et en même temps de sensations, donc de profondeur qui me donne moi un effet quand même un peu étrange et en décalage avec donc les traités de charpenterie qui sont
cités, hein, évidemment, comme des preuves, des indicateurs, de manière pas universitaire, mais voilà, avec quelque chose évidemment là de l'ordre de l'enquête bibliographique, et qui passe avec une espèce d'enquête par l'épreuve de soi, à savoir s'allonger sous la poutre pour réfléchir au sentiment de sécurité. Et avec cette question, avec cette remarque, mais cette poutre non fendue me met mal à l'aise, je manque d'informations. Et donc finalement, c'est là où il n'y a pas lacune que l'on va noter la lacune sur la charpenterie, mais cette phrase très très simple et très sobre dans son fonctionnement va permettre de suggérer un manque d'information plus général, voire que l'on peut ramener à une caractéristique identitaire de cette voie narrative. Les différentes causes des fissures sont examinées et on notera là encore un art du décalage, encore dire du contrepoint, mais c'est vraiment des métaphores pourries de ma part. Hein. Mais donc, hop, discours général avec le taux d'humidité. J'en ai un pour rafraîchir les feuilles de ma plante verte avec cette espèce de suggestion d'une hypothèse. Je pourrais me servir en brumisateur, d'une hypothèse de brumisation des poutres. Nouveau passage général, avec un autre passage particulier, je me suis déjà, et à nouveau général, et cette fois, en fait, donc ça reprend la structure précédente des causes de ces fissures, soit le séchage trop rapide, soit le choc. Et avec cette généralité sur le choc du bois, un événement de même nature produit rarement des résultats identiques. Ce qui est une réalité historique, mais donc aussi littéralement concrète et matérielle. Réalité qui amène immédiatement une rupture, un choc, qui peut produire un effet de choc, par le paragraphe suivant. Un jour, on notera ici la dimension événementielle de l'indicateur temporel. J'ai appris la mort de ma mère. Suzanne l'avait su avant. Et donc là, on a bien un événement qui peut être par contiguïté ramené à cette loi d'un événement de même nature et de résultats rarement identiques, et qui donc éclaire finalement aussi la séquence précédente par finalement les conséquences peut-être de ce résultat. Et s'agit-il ici de voir dans la mort de la mère quelque chose qui aurait pour résultat la bagarre? La réponse elle n'est pas là, mais en tout cas on voit comment la méthode elle va se située comme ça par des systèmes de juxtaposition, j'ai presque envie de dire de tuilage successifs qui disent la rupture tout en avançant et qui vont dire le décalage, produire du décalage, produire aussi une heuristique par le décalage. Donc une heuristique c'est une création notamment d'idées, mais j'ai envie de dire plus largement de sensations. Et avec un rapprochement, parce que c'est extrêmement relié avec la chose, ce jour-là, il y avait des poutres apparentes au-dessus de ma tête. On pourra noter qu'il y en a 14 au lieu de 7, mais que de toute façon, ce qui va compter, c'est la précision du chiffre au niveau du comptage des poutres, qui va relier le passé et le présent, et dans ce sens-là, où le présent et le passé, si on part de l'appartement présent pour aller au logement passé. À nouveau, traité dans l'art de la charpenterie, alors je suis vraiment désolée, pour ramener un autre rapprochement avec une cohabitation quelque peu étrange entre une volonté nocturne et la cohabitation avec la plante verte. On se rappellera du brumisateur précédent. Et donc finalement là il y a quelque chose de l'ordre du fantastique qui est suggéré, c'est-à-dire que la plante verte qui était déjà mentionnée revient, mais semble douée d'une volonté propre. Elle et moi on fait des compromis pour vivre ensemble. Et donc là, en fait, au niveau des modes de vie. Et dernier paragraphe, à nouveau la charpenterie, avec un dernier axiome, mis littéralement en italique. Il conseille fortement d'éviter les généralités en la matière. Tous les bois sont susceptibles de se fendre, avec cette question potentiellement identitaire de savoir de quel bois on est fait, et remonter aussi des historiques à ce niveau-là. Je crois qu'il y a quelque chose ici de l'ordre d'un programme de lecture qui se met déjà en place, d'un programme de lecture particulièrement subtil
suggérer, mais qui va... bon, évidemment, on va tourner les pages, hein, c'est pas de ça dont il s'agit, mais nous est annoncé ici des événements, des ruptures, et des ruptures pouvant répondre à des ruptures, ou à des chocs. Et finalement, je crois que quelque chose de la matière de Mathilde Forget, c'est d'avoir la douceur de ces ruptures, par les phénomènes de juxtaposition, qui va permettre, comme par des nappes hein, qui progressent, des effets, alors très musicaux, ça c'est certain, dans une prose qui est vraiment belle, mais qui va en fait parler bien plus que d'une enquête, bien plus que de la voix narrative, d'un genre d'entre-deux, d'un autour recherche et impossibilité dans le même temps de cette recherche, et ça va paraître extrêmement vaseux, hein, mes questionnements sur la vie, mais qui passe jamais par l'abstraction, mais toujours par des dimensions très concrètes. Et donc notamment par la matière et le recours à des savoirs pour comprendre des phénomènes, des savoirs extérieurs, ici objectivés, hein, les traités de charpenterie, et dont les rapprochements sont évidemment non académiques, hein, c'est pas de ça dont il s'agit, mais parfaitement, on va dire, suggestifs, heuristiques, mais surtout qui vont avoir des effets de composition qui ne sont pas seulement subtils, qui sont aussi parfaitement tendres avec toutes les protagonistes de l'histoire, mais aussi qui vont permettre un genre de tendresse, et j'ai envie de dire avec les lacunes, les manques et les ratés. Et je vous dis à bientôt.